bienvenue à la rédaction d'Aliency pour cette nouvelle AI Mission, notre émission consacrée aux enjeux de l'intelligence artificielle que nous organisons tous les mois en partenariat avec le Hub Francia. Pour ce premier épisode 2026, nous avons un thème chapeau qui va nous permettre de faire un petit 360 à la fois sur l'année écoulée et sur l'année à venir. On a intitulé l'année IA 2026 des CIO, sur quel sujet clé se mobiliser. Et j'ai la chance d'avoir avec moi deux invités pour en parler. Caroline Chopineau, directrice générale du Hub Francia. Bienvenue Caroline. Merci. Et Gérard Guinaman, écosystème advisor à Aliency, spécialisé sur les sujets liés au CIO et à la data. A été également CIO, CDO en tant que Chief Digital Officer et Chief Data Officer dans le secteur de l'énergie et leader de notre programme What's Next CIO. Donc avec vous, je vais avoir l'occasion de revenir justement sur ce que nous réserve cette année 2026. On peut peut-être déjà faire un petit focus sur l'actualité récente de ce mois de janvier. On vient de se lancer. Est-ce qu'il y a dans la presse des annonces ou des sujets qui ont particulièrement attiré votre attention en ce début d'année, Caroline ? Oui, moi ce que j'ai retenu, c'est la grosse levée de fonds de Harmattan sur le secteur de la défense. Donc on parle de 200 millions d'euros menés par Dassault, ce qui me semble pour moi assez intéressant comme annonce, parce qu'on sort un peu de l'IA générative. On a eu beaucoup de levées de fonds sur de l'IA gène. Là, on est sur de la défense, sur de la robotique, des drones, et dans un contexte où voilà, les sujets de défense, c'est quand même un peu stratégique en ce moment. Donc je trouve que c'est une belle représentation de la tournure de 2026 et puis l'élargissement des financements en IA. Oui, on est sur un enjeu dans le contexte à la fois, on va dire, géopolitique, oui, mais aussi qui résonne avec les enjeux de maîtrise et de souveraineté technologique sur des secteurs qui sont par nature oui, on ne peut pas faire que régalien. C'est ça. Tout à fait. Gérard, ce début d'année ? Alors, sans concertation, moi j'ai retenu en début de mois la signature du contrat cadre entre le ministère des Armées et Mistral, et qui me semble doublement intéressant d'un point de vue de la souveraineté d'abord, et puis d'un point de vue aussi de la volonté de l'armée d'avoir recours à l'IA. Et effectivement, dans le contexte géopolitique actuel, ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a cette dimension finalement de s'emparer de ces technologies. On pourrait penser par nature que les secteurs de la défense sont portés sur un certain type d'innovation, ont une prédisposition à aller vers l'intelligence artificielle, que ce soit pour les théâtres d'opération ou pour le reste de leur organisation. Ceci dit, on a eu quand même des échos sur les difficultés qu'ils avaient à se transformer eux-mêmes au niveau organisationnel, au niveau culturel aussi pour intégrer ces sujets. Il y a eu des expérimentations, que ce soit sur les agences d'innovation de la défense qui ont été créées ces dernières années. Donc ça, on va suivre avec attention, au-delà des annonces initiales, qu'est-ce que ça va donner concrètement et comment ça va être mis en 2026 en pratique. Et je pense qu'on pourra trouver, à mon avis, dans les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, quelques thèmes qui parleront aussi à ces organisations très installées qui doivent se transformer avec l'IA. Merci pour ces petits retours d'actualité sur le mois de janvier. Et effectivement, je note la thématique défense comme étant la thématique du mois. On peut revenir, avant de se lancer sur le reste de l'année 2026, peut-être sur cette année 2025 écoulée. Ma première question est un peu globale pour avoir peut-être votre sentiment général, mais est-ce que quand vous tournez votre regard dans le rétroviseur 2025, est-ce qu'il y a des moments marquants que vous trouvez particulièrement saisissants avec du recul maintenant qu'on aborde la nouvelle année ? Oui, moi je pense que dans sa globalité, je trouve que 2025 a été une année charnière
en matière de passage à l'échelle de l'IA. Je trouve ça quelque chose d'assez intéressant et assez remarquable, parce que d'une part, je pense qu'on n'a jamais connu une accélération aussi importante de la maturité des modèles. Quand je pense au machine learning, au deep learning, qui ont mis plusieurs années, voire dizaines d'années avant d'arriver à une maturité d'usage, l'IA générative, ça s'est fait en 2 ans, l'agentique en 1 an. Donc ça, je pense que c'est un point important. Deuxièmement, je pense qu'il y a eu aussi une dynamique de coopération internationale intéressante, notamment avec l'AI Summit à Paris. Ça, c'est aussi un point notable par rapport au passage à l'échelle. Des investissements, à mon avis, très très conséquents. Il n'y a jamais eu autant de construction de data centers. Les grands acteurs comme NVIDIA ont fait des investissements colossaux. Voilà, donc tous ces éléments-là, pour moi, ce que je retiens de 2025, c'est vraiment cette montée en maturité et un passage à l'échelle vraiment de l'IA, sans oublier des cas d'usage, des résultats vraiment concrets dans certains secteurs, voilà, qui sont vraiment maintenant implantés à l'échelle, même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand il s'agit de passer à l'échelle, j'y reviendrai sans doute, mais voilà, c'est vraiment ces éléments-là. Et pour moi, il y a eu un point de bascule vraiment en 2025 vers ce passage à l'échelle. Caroline ? Oui, je suis assez d'accord. En fait, ce que je trouve en 2025 qui est intéressant, c'est quelque part, on a repris aussi du point de vue politique de façon plus intense l'intelligence artificielle. Et du coup, ça donne cette dynamique globale à l'écosystème et cette envie d'y aller qui est de plus en plus présente. Et bon, tu as évoqué l'AI Action Summit. Moi, j'avais 3 gros sujets sur 2025 où on a été très investi au HUM. Il y avait le sommet de l'IA. Il y a eu le lancement du programme Osélia par Clara Chapaz en juillet. Et puis après, il y a eu le sommet de la souveraineté à Berlin. Et pour nous, c'était 3 points d'étape un peu structurants en 2025 qui démontrent cette dynamique qui est vraiment différente. Et j'ai l'impression qu'on sort aussi, et j'espère que ça va s'intensifier cette année, un peu du buzz autour de l'IA et qu'on essaye de revenir un peu à des fondamentaux et de se dire que ça va servir à quelque chose dans un contexte où ça devient hyper tendu quand même de faire de l'intelligence artificielle avec la concurrence qui est de plus en plus intense. Et si on reprend ces 3 marqueurs événementiels, on a la partie du coup investissement, coopération internationale, la partie formation, lancement entrepreneurial, évolution culturelle finalement sur le sujet, et cette partie souveraineté technologique, en tout cas maîtrise des risques technologiques et réglementaires, puisque c'était très lié en novembre, qui ont rythmé finalement cette année 2025. Justement, sur le Hub France-IA, quels ont été vos rendez-vous marquants, au-delà d'avoir été sollicité finalement sur ces différents événements? Est-ce qu'il y a eu des productions de la part de vos membres ou collectivement sur lesquelles on mérite de revenir? Oui, sur 2025, on a beaucoup travaillé sur le réglementaire. Donc on a sorti beaucoup de livrables sur la compréhension du règlement européen. On a travaillé aussi sur tout ce qui est gouvernance de l'IA de confiance, qui est assez lié, mais qui couvre ce qui n'est pas du réglementaire. Donc, c'est vraiment aider les entreprises à comprendre ce que c'est que gouverner des projets d'IA. Donc ça, c'était très stratégique pour nous. Et il y avait tout ce qui tournait autour de la sécurisation des systèmes d'IA, l'IA générative, parce qu'on n'en arrive pas au bout. Il y a toujours beaucoup de questions qui se posent sur le passage à l'échelle et le déploiement de ces solutions. Et tout ce qui touche à la frugalité aussi des systèmes d'IA. Parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises quand même qui se posent la question de déployer de l'IA de façon durable et responsable. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui nous ont animés en 2025 et sur lesquels on a eu pas mal de production. Donc on peut retrouver ces documents sur le site du Hub France-IA librement, on vous indiquera les liens. Il y a un engagement particulier du coup de vos membres sur ces thématiques. On a dans votre regard ce sentiment que décrivait Gérard finalement aussi d'une maturité, d'un cap en termes de maturité qui est passé au niveau notamment des grandes organisations, dans la façon dont elles se structurent, elles abordent le sujet des interlocuteurs? Oui, c'est pour ça qu'on a traité le sujet de la gouvernance cette année, parce qu'on a chez nos grands groupes qui sont adhérents du Hub France-IA beaucoup de choses qui se sont
sont mis en place pour adapter cette gouvernance et aussi gérer les risques de déploiement des systèmes. Et l'idée, c'était de partager les bonnes pratiques à toutes les entreprises qui veulent se lancer dans l'intelligence artificielle. Et donc, il y a effectivement une montée en maturité. Alors, bon, au Hub Francia, on a plutôt des entreprises qui sont matures sur le sujet et qui sont là pour partager leur expérience. Mais c'est vrai qu'il y a quand même on ressent un besoin de comprendre comment on s'organise quand on veut passer à l'intelligence artificielle avec ces nouveaux profils responsables IA qui n'existaient pas avant au sein des grandes organisations. Et du coup, ça fait un peu repenser aussi cette gouvernance. Et puis globalement, tout ce qui va toucher aux risques, aux réglementaires qui sont beaucoup plus présents dans les entreprises et qui n'étaient pas là avant. En fait, on faisait de la data science et puis on poquait, c'était sympa. Là, on sent qu'il y a un vrai besoin de passer à l'échelle et donc ça nécessite de se réorganiser. Et je vous renvoie sur le sujet de la gouvernance à cette émission que nous avons tournée à l'automne sur la gouvernance de l'IA de confiance, avec les questions qu'il faut se poser quand on veut structurer justement sa gouvernance et par quoi on commence. Côté Aliansi, je le disais, Gérard, il y a eu le cru 2025 du programme What's Next CIO qui a mis l'accent justement sur la relation des CIO avec l'intelligence artificielle, avec notamment cette année des études qui ont été produites. Une première sur on va dire, les enjeux organisationnels et culturels des DSI, des directions des systèmes d'information, sur les sujets d'innovation liés à l'IA et surtout de cette industrialisation. Qu'est-ce qu'on peut en dire, en retenir? Alors effectivement, avec la communauté des CIO, qui regroupe plus d'une centaine de CIO, j'ai eu le plaisir de conduire trois études, notamment celle-ci, sur la place du CIO et son rôle dans l'innovation en matière d'IA dans l'entreprise, mais aussi son passage à l'échelle. Parce que innover, c'est une chose, passer à l'échelle, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est une autre chose. Donc ça nous a permis d'un peu de définir quelles doivent être les actions du CIO, avec une vision très terrain. Donc on n'a pas eu une approche, je dirais, top-down, avec des analyses théoriques. Là, je suis vraiment parti d'interviews avec de terrain, donc une approche très bottom-up. Donc ce qui ressort, c'est que le CIO doit être vraiment le moteur, doit se positionner vraiment comme le moteur de l'innovation en matière d'IA. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire d'une part qu'il doit, je dirais, maîtriser un peu l'effet médiatique qu'il y a autour de l'IA et de l'IA générative en particulier dans l'entreprise, de maîtriser aussi le niveau d'attente et le mettre en rapport avec le niveau de maturité, alors pas seulement maturité technologique, mais aussi maturité culturelle de l'entreprise. Donc d'avoir cette capacité de prise de recul, ça c'est un élément très important. Deuxièmement, il doit vraiment se positionner comme porteur d'une IA responsable, d'avoir vraiment cette dimension-là à l'esprit, d'être en capacité aussi de bien gérer l'équilibre entre innovation et faisabilité technologique, parce que on l'a vu dans ces interviews, je dirais les prérequis technologiques ne sont pas toujours là. Il peut y avoir un effet déceptif à cause de ça. Et puis, il doit plus que jamais se positionner en tant qu'interlocuteur des métiers, savoir parler métier, savoir être force de proposition sur les cas d'usage. Donc ça, c'est un point très important pour aller chercher des idées d'innovation. Et puis, son deuxième rôle, c'est vraiment d'orchestrer la mise à l'échelle de certaines de ces innovations. Et là, on attend de lui déjà qu'il fasse son job, j'allais dire, donc qu'il délivre les fondamentaux, les infrastructures, l'accessibilité à la donnée, qui reste vraiment le talon d'Achille quand même de l'IA. Il doit être en capacité aussi de faire comprendre à son comité exécutif quelles sont les conditions de ce passage à l'échelle. Ça veut dire qu'il y a probablement des investissements à réaliser. Ces investissements ne sont pas toujours là. Voilà.
Et puis enfin, ce qui est apparu comme clairement un nouveau rôle du CIO, c'est vraiment d'être, comment dire, le catalyseur de la culture IA de l'entreprise. C'est lui qui doit être le référent, qui doit être aussi l'expert finalement, hein, celui vers qui on va spontanément quand on est dans le métier et qu'on se pose une question de la valeur de l'IA pour son métier. Et puis, il doit aussi avoir, et ça c'est évident, les bonnes compétences dans ses équipes. Donc il doit aussi avoir un rôle d'attracteur finalement de talent. Voilà un peu comment on a fait remonter le rôle du CIO à l'ère de l'IA sur ces questions d'innovation et de passage à l'échelle. Alors, il y a un sujet très clair, effectivement, de leadership du CIO, finalement, sur ces sujets IA, et en plus, l'innovation IA qui vient quelque part percuter sa relation avec les métiers, encore plus que d'autres tendances tech de ces dernières années. Et on sait que c'est clé, hein, cette relation IT-métier, sa qualité est clé pour réaliser les choses concrètement dans l'entreprise. Le What Next CIO a également fini l'année en faisant cet exercice de définir un profil du CIO AI Ready finalement pour 2026. Alors qu'est-ce que ça veut dire un CIO AI Ready? C'est quoi les caractéristiques principales de ce profil? Alors voilà, on s'est amusé à définir un petit peu le portrait robot. Alors on a identifié collectivement six caractéristiques. La première qu'on a appelée le stratège pédagogue. C'est-à-dire le CIO doit être en capacité de définir la stratégie IA de son entreprise, mais pédagogue, c'est-à-dire qu'il doit être aussi en capacité d'évangéliser, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais j'utilise quand même, le comité exécutif et le middle management aussi au métier. Ça, c'est un point important. La deuxième caractéristique qu'on a appelée architecte hybride pragmatique, alors là c'est plus proche du cœur de métier historique du CIO, il doit être capable de délivrer, encore une fois, tous les fondamentaux technologiques qui ne sont pas forcément présents aujourd'hui dans l'entreprise. Alors je parle bien évidemment des infrastructures cloud, mais je parle aussi des plateformes data, etc. etc. Troisième point important, on a défini qu'il doit être le garant d'une maîtrise souveraine, c'est-à-dire qu'il doit manier avec dextérité le make or buy finalement, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux et je dois absolument fabriquer en interne avec une perspective d'indépendance technologique vis-à-vis de certains fournisseurs, mais aussi qu'est-ce que je dois accepter de faire en externe parce que j'ai une attente de time to market et j'ai une attente de rapidité d'exécution de la part des métiers. Alors ensuite, la quatrième dimension, c'est le catalyseur de la qualité data. Alors ça, c'est apparu véritablement comme le point faible aujourd'hui du passage à l'échelle, comme je disais tout à l'heure. C'est lui et lui seul qui doit absolument rendre possible l'accès aux données en quantité, en qualité, et sans ce prérequis-là, il n'y aura pas d'IA, quoi. Donc c'est un point important. Et puis pour finir sur les deux dernières caractéristiques, régulateur de confiance, donc il doit absolument intégrer la dimension hallucination, biais, éthique, etc. Il ne doit pas se contenter finalement de son rôle technologique, mais il doit bien aussi dire que c'est lui qui assume les questions de sécurité, de cybersécurité, mais que les questions d'éthique, d'usage, sont plutôt du côté des métiers. Et il doit avoir un rôle de pédagogue, pas forcément un rôle de responsabilité, mais un rôle de pédagogue. Et puis, on le citait tout à l'heure, il doit aussi intégrer la dimension durabilité et sobriété de plus en plus dans son scope. Voilà, donc c'est un portrait robot un petit peu idéal,
Mais voilà ce que collectivement, avec les CIO avec lesquels j'ai travaillé, on a pu identifier comme étant essentiel à l'aube de 2026 pour pouvoir adresser correctement l'IA dans l'entreprise. Et j'espère que ceux qui nous écoutent se reconnaissent finalement dans toutes ces caractéristiques sur le sujet. Je ne sais pas si ça nécessite une augmentation, mais quand même, ça se tente. On est plutôt pas mal. On peut se projeter du coup justement en 2026. On est dans cette période depuis décembre, très honnêtement, on le voit très bien à la rédac, du jeu des prédictions. Où on reçoit tous les exercices de prédiction, les tribunes diverses et variées auxquelles se prête le marché de la tech de manière générale sur ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer. Alors, je cite particulièrement souvent les grands analystes type Gartner, Forrester. Quel regard vous jetez aujourd'hui sur les prédictions qui sont faites pour cette année 2026 et parfois un peu au-delà, Caroline? En fait, j'ai le sentiment que les prédictions ne vont pas très très loin en ce moment parce qu'on est vraiment sur du court terme. Ce qu'on lit aujourd'hui, c'est la gouvernance, les talents. On voit que l'IA, ça devient un travail collectif. Il faut embarquer les métiers. Avant, on avait plus de mal à les mettre dans la boucle et on voit qu'ils sont beaucoup plus friands d'IA aujourd'hui. Et du coup, ces prédictions, elles tournent quand même autour de choses qui sont assez classiques. Je n'ai pas noté de prédictions très transcendantes sur les prochaines années à venir. Et pour la petite anecdote, j'ai ressorti mes petites prédictions de fin 2024 où j'avais dit 2026, ce sera l'année des systèmes multi-agents, 2027 du quantique et des modèles tabulaires, et 2028 de la robotique, cobotique et des interactions humain-machine. Du coup, j'ai fait des prédictions qui sont les mêmes qu'un Gartner, et c'est assez marrant de voir que finalement, on est tous à peu près raccord sur ce qui va se passer dans les prochaines années. Je ne vais pas plus loin que 2028 parce que pour le coup, j'en sais rien. Et c'est immortalisé, donc on se retrouve en 2028 pour vérifier tout ça, exactement. Gérard, par rapport à ce qui est dit par des Gartner, des Forrester ou autres cabinets d'analyse? Oui, alors je rejoins Caroline sur le fait que les prédictions sont toujours difficiles à faire, mais là, elles sont très très court terme. Alors Gartner, moi j'ai plutôt regardé un peu quelles étaient leurs prédictions technologiques. Et il y en a deux qui ont quand même retenu mon attention parce que je les ai bien aussi repérés dans le dialogue avec les CIO. C'est la première qui touche la transformation de la DSI elle-même et notamment des activités de développement avec peut-être sans doute la mise en place de plateformes de développement basées sur l'IA qui vont quand même probablement modifier aussi les compétences finalement des équipes IT. Et la structure de la DSI, voilà, quelque part. Ouais. Avec de plus en plus de recours à l'IA au sein même de la DSI. Et puis aussi peut-être des LLM de secteur, la santé, l'énergie, etc., avec des modèles de données, de langage qui vont permettre peut-être d'aller plus vite aussi sur l'industrialisation parce que très spécialisé sur des secteurs. Voilà. Sur Forrester, j'ai trouvé deux orientations, je ne sais pas si ce sont des prédictions, mais en tout cas des tendances. La première qui rejoint ce que je disais sur les plateformes, mais avec sa conséquence sur les emplois, qui dit que finalement, on va avoir plus de mal à recruter des développeurs, ça peut paraître paradoxal, mais parce que les entreprises, les CIO vont chercher des développeurs beaucoup plus expérimentés, ayant, entre guillemets, plutôt remplacé des juniors, peut-être par de l'IA. Donc, le marché des développeurs, avec plus d'expérimentation, plus de seniorité, va faire en sorte que le recrutement des développeurs va être plus difficile. Voilà, ça je pense que c'est un point important. Et peut-être aussi qu'une partie des investissements liés à l'IA vont être un peu temporisés de par la difficulté sur certains sujets de montrer le retour sur investissement de certains projets.
encore une fois, par cette difficulté de passer à l'échelle, par manque d'infrastructures, par manque de données disponibles et de bonne qualité. Donc peut-être que les comités exécutifs vont ralentir peut-être un petit peu les investissements. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est quelque chose qui paraît réaliste, effectivement, de se dire, passer une certaine euphorie qu'il y a eu, le rappel à la réalité, c'est assez classique, hein, même dans les modèles de hype cycle de Gartner, de se dire, bon, quand les déceptions s'accumulent sur certains sujets, ça crée effectivement un peu plus de défiance, et on va voir l'impact que ça peut avoir, effectivement, en 2026 sur ce sujet-là. Sur quel thème le Hub France-IA va se mobiliser justement en 2026 ? Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des rendez-vous, des rapports, des productions à ne pas rater ? Il y en a qui sont déjà sortis en mois de janvier d'ailleurs. Nous, on va rester vigilants sur tout ce qui touche au réglementaire, en particulier les actes, parce qu'on sent qu'il y a encore un manque de maturité sur ces sujets-là. Tout comme sur la sécurité et la cybersécurité, c'est des sujets qu'on va continuer à traiter en 2026 parce qu'on n'est pas arrivé au bout non plus de ces thèmes. En grand rendez-vous, là, on a publié un livrable sur les agents. Comme je disais, moi je pense que cette année, il va y avoir des gros sujets autour des multi-agents et comment vraiment on déploie des agents autonomes dans les entreprises et l'impact que ça va avoir sur la sécurité et les collaborateurs. Donc on va continuer à travailler sur ces sujets-là. On va sortir un rapport sur l'adoption de l'IA en santé, qui est aussi pour nous un secteur sur lequel il y a eu beaucoup d'innovations en IA depuis de nombreuses années et on a voulu faire un peu un état des lieux sur ce secteur en particulier, qui est un secteur un peu stratégique en France. Et ensuite, on aura un livrable qui sortira sur l'IA et la démocratie. On est dans un contexte aujourd'hui où c'est important pour le Hub de se positionner sur, pas forcément des enjeux politiques, mais vraiment se dire que l'IA européenne et française, on a vraiment un rôle à jouer et se positionner d'un point de vue international sur une vision très européenne de l'IA. Donc on avance là-dessus. Et puis notre grand temps fort 2026, ce sera la publication de la mise à jour de la cartographie des startups et fournisseurs innovants en IA, qu'on sortira vers le mois d'avril. Et cette année, donc c'est la 6e édition, cette année on a commencé à poser des questions sur la dépendance technologique des startups. Pour nous, ça devient un sujet vraiment d'importance. Alors au Hub, on a toujours eu cette position de défendre une IA souveraine européenne, mais on a envie d'aller titiller aussi côté start-up pour comprendre leur dépendance technologique aujourd'hui et pas que de refiler le bébé aux grands groupes et les achats. C'est de aussi se poser la question d'un point de vue innovation start-up où on en est sur ces enjeux-là. On sait que les startups sont particulièrement sensibles finalement à une dépendance vis-à-vis notamment des hyperscalers pour se lancer avec des offres qui sont packagées pour elles. On veut essayer de trouver un peu la tendance parce qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de modèles préentraînés et sur étagère que les startups ont tendance à utiliser parce que ça les accélère. On voit qu'il y a une croissance incroyable des startups et de quantité de startups qui sont créées en France. Et bien sûr, on sait, c'est le jeu. Mais qu'elles se posent la question, je pense que ça devient primordial aujourd'hui dans leur stratégie de se dire je retire un peu cette dépendance que j'ai aux hyperscalers et j'essaye de trouver des alternatives aussi. Et merci de poser cette question, c'est un sujet cher au cœur d'Aliency également et qu'on va suivre avec attention. On se retrouvera d'ailleurs en avril pour une émission consacrée spécifiquement à cette Startup Nation de l'IA et de ses forces et faiblesses aujourd'hui. Gérard, que nous réserve le programme 2026 de What Next CIO ? Alors, c'est un tout petit peu tôt, mais je vais quand même y répondre puisque le comité d'études va se réunir ce soir avec un certain nombre de CIO pour définir justement les thèmes d'études 2026. Alors, je vais plutôt parler de ce que je vais moi soumettre et qui provient aussi de pas mal d'échanges que j'ai pu avoir avec les CIO. Donc, bien sûr, on va parler d'IA agentique. Ça, c'est quelque chose qui est une question, c'est une question qui arrive aujourd'hui dans l'agenda des CIO en 2026. On va probablement aussi parler de l'écart entre la promesse et la réalité, parce que beaucoup de CIO sont confrontés à ça.
On va sans doute aussi parler de l'impact de l'IA sur la DSI elle-même, sur les métiers de la DSI, sur les process de la DSI. Pas seulement l'IA que la DSI doit fournir au métier, mais l'IA que la DSI doit utiliser et comment finalement l'avenir de la DSI à court et moyen terme va être impacté par l'IA en son sein. Et puis, je pense qu'aussi, un point intéressant, c'est finalement l'écosystème du DSI au sein de l'entreprise, avec les achats pour les questions de dépendance, avec la DRH pour les questions d'impact de l'IA sur les emplois, avec la direction RSE, avec l'impact de l'IA responsable, etc. Donc, il y a aussi tout un écosystème à mettre en place, dont le CIO peut être aussi, à défaut d'être le responsable, mais au moins une partie prenante importante. Voilà, je pense qu'on sera probablement sur ces thèmes-là. Effectivement, merci pour ce petit aperçu sur le sujet. 2026, de ce que nous en réserve, et autant de rendez-vous à suivre. On s'approche de la fin de cette émission. Traditionnellement, je demande le même exercice à mes invités. Vous êtes prêtés au jeu de nous conseiller sur les lectures que vous recommandez. En ce début d'année, on le sait, il y a énormément de bruit sur l'IA. Il ne passe pas une semaine ou un jour sans qu'un nouvel ouvrage sorte, soit pour les professionnels, soit pour les particuliers. Beaucoup de gens ont du mal à s'y retrouver. Donc vous aviez carte blanche pour attirer mon attention sur un thème particulier ou un sujet particulier. Gérard, vous m'avez recommandé le livre blanc de Bpifrance sur l'IA dans les PME et les ETI qui est sorti là à l'automne dernier. Alors pourquoi cet intérêt pour la production de Bpifrance ? Alors, j'espère, je ne sais pas combien de dirigeants de PME et d'ETI sont en train d'assister à cette mission, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup d'efforts dans les grands groupes sur l'IA. Il y a une montée en maturité assez importante. Cet effort reste encore, me semble-t-il, à faire, est un peu en retrait dans les PME et dans les ETI, pour plein de raisons, hein, bien évidemment, qui sont tout à fait valables, alors qu'il y a aussi là des sources de performance, de compétitivité, etc., qui sont importantes. Et je pense qu'en 2026, vraiment s'intéresser au développement et favoriser le développement de l'IA dans les PME et les ETI est pour moi quelque chose d'important. C'est pour ça que je trouvais que ce livre blanc, qui est assez pragmatique et qui donne un certain nombre de conseils aussi aux dirigeants de ces PME, est quelque chose d'important et ça doit être pour moi un point d'attention en France dans l'année à venir. Et Caroline, on est sur plutôt le registre de la science-fiction avec un ouvrage qui est pas tout récent, je crois, hein, Le problème de Turing, signé de Harry Harrison, donc l'auteur de Soleil Vert, hein, très connu notamment dans son adaptation cinématographique, et de Marvin Minsky, hein, qui était un grand spécialiste de l'IA sur cette période. Alors pourquoi cet ouvrage ? Oui, parce que je suis allée chercher au fin fond de ma bibliothèque un ouvrage que j'ai lu en 2004 et qui était sorti en 1998. Bon, déjà, d'une part, comme ça permet de ne pas sortir des bouquins actuels, mais d'essayer d'aller chercher au fin fond de ce qui se passait à l'époque en intelligence artificielle. Moi, j'avais beaucoup apprécié ce livre-là parce que Minsky, c'était une référence pour nous à l'époque quand on bossait sur l'IA. Et aussi, c'était une façon, dans le bouquin, c'est un techno-thriller, donc c'est replacer l'humanité et ses relations avec l'intelligence artificielle. Et pourquoi aujourd'hui ? Parce que ce livre se déroule entre 2023 et se termine le 8 février 2026 en épilogue. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de le relire aussi, pour voir un peu si on est vraiment dans le kitsch ou s'il y a des choses qui se sont vraiment passées sur cette période. Donc c'est aussi de se dire que c'est peut-être le bon moment de
prendre du recul vis-à-vis de ce qui s'est passé dans ce bouquin sur cette période-là. Le regard finalement de la fin du siècle dernier sur notre période génération actuelle avec l'IA. Merci beaucoup pour cette recommandation lecture. On vous invite à retrouver cet ouvrage, on va vous donner les références. Merci de nous avoir suivis pour cette première AI mission de l'année 2026 et on vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt.